Alors, salut Lirza. Salut Coraline. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Ce week-end, ça va très bien. Ce week-end, ça va très bien. C'est super. Et toi? Ouais, ça va bien. Bien. Alors, bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a une thématique spécifique qui nous parle bien, qui est la misandrie, et de notre rapport à tout ce mot et puis à notre sorcellerie générale. Je me suis rendu compte une fois, en plus c'était avec toi. Maintenant, dans notre entourage, si on dit je suis féministe, ça choque pas du tout, ça provoque pas vraiment trop de réactions à ce stade-là de nos vies. Par contre, si tu dis je suis misandre, ça plombe carrément l'ambiance. Et en fait, c'est qu'il y a quand même un a priori que si tu es misandre, en fait, tu es en train de perpétuer la même chose que tu critiques à la société. Tu es en train de faire la symétrie de la misogynie. Ouais. Voilà, c'est pour ça que pour nous, c'était important d'en parler aujourd'hui. Parce que oui, dans le dictionnaire, c'est la même chose, mais dans le phénomène réel, dans les faits humains et sociétaux, c'est pas pareil. Différemment du sexisme anti-homme, du racisme anti-blanc, de la minsophobie, qu'on a découvert récemment. La misandrie existe bel et bien, il y a des femmes qui se déclarent, qui se réclament misandres, mais ce n'est pas la même chose que la misogynie. Donc aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire concernant la misogynie. On va ensuite parler de notre évolution personnelle en tant que féministe et comment tout d'un coup tu arrives à un stade où tu touches à la misandrie et c'est là que tu comprends ce qu'elle est. À la fin, on va ouvrir la thématique puis on va parler du mythe des hommes féministes. Comment je dirais ça? Pourquoi finalement nous on trouve que les hommes féministes, on les a pas encore observés dans la nature? Ouais. C'est plutôt ça. On en a entendu parler. À ce qui paraît, ça existe. Comme j'ai dit, moi j'aimerais parler des origines de la misogynie sans que je sois érudite là-dessus. J'ai fait quelques lectures et j'ai trouvé ça très intéressant comme thème. Parce qu'en fait, on vit dans un patriarcat, c'est-à-dire qu'il y a quand même la moitié de la population qui a soumis l'autre. C'est quand même intéressant de se poser la question de pourquoi on en est là. Et en fait, il y a beaucoup d'a priori. Souvent, on sort des théories un peu genre oui, mais c'est la force physique qui fait que. Ou alors oui, mais les femmes, du coup, elles s'occupent des enfants alors que les hommes vont chasser. C'est de là que ça vient, cette histoire où les hommes vont travailler et les femmes restent à la maison. C'est beaucoup d'amalgames, beaucoup de raccourcis. C'est pas du tout si simple. La préhistoire non plus, c'était pas du tout coupé à couteau. Les hommes chassaient et les femmes s'occupaient des enfants. Donc, concernant l'origine du patriarcat et de la misogynie, j'ai fait quelques lectures que j'ai trouvées ultra intéressantes et j'aimerais parler de Beauvoir qui se pose la question de manière philosophique, de Titu Lecoq qui se concentre un peu sur la préhistoire et de Harari qui s'occupe plutôt de démonter tous les a priori concernant l'origine du patriarcat sans pour autant faire une hypothèse en fait d'où elle vient. Je vois Coraline qui mate Sapiens dans la bibliothèque. Oui, parce qu'en fait, avant, quand on en a parlé, j'étais un peu là, c'est qui Harari en fait? Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ce livre. C'est le gars de Sapiens. Oui. En fait, si je commence par Harari, le premier mythe qu'il casse, c'est que ce serait la force physique, genre, qui fait que les hommes ont le pouvoir et pas les femmes. Ouais. Et il dit, en fait, en réalité, si on voit plein de structures de pouvoir, que ce soit les gouvernements démocratiques, que ce soit les mafias, en fait, c'est jamais vraiment l'homme le plus fort physiquement qui est à la tête. Les hommes forts physiquement, c'est les soldats, en fait. Les hommes qui sont à la tête, c'est des hommes avec un peu des capacités de diplomatie, de communication, de gérer des intérêts un peu différents, de mettre de l'eau dans leur vin, dire une chose à quelqu'un, une chose à une autre. Et finalement, ils disent, ça, c'est toutes des capacités, des qualités qui sont reconnues chez les femmes. J'allais dire... Et c'est qui a ça? C'est ça. C'est les femmes. Ouais, c'est intéressant. Voilà, il prend un peu des a priori comme ça, il dit bon, est-ce juste? Je crois pas. Et en fait, Harari, il sort pas à la fin une théorie, une thèse. Il dit juste, à vrai dire, on sait pas exactement genre pourquoi le patriarcat a pris le dessus. Le fait est que c'est obvious que c'est pas nature, c'est culture. Parce que vu genre les avancées que les femmes ont fait récemment, qu'elles se sont battues pour des droits, elles ont acquis des droits, de plus en plus elles font tous les métiers que les hommes peuvent faire, ça a été clairement une culture. Donc il s'arrête un peu là, de mémoire, ça fait longtemps que j'ai lu le livre. De Beauvoir, on en parle juste pour le deuxième sexe, mais c'est une philosophe existentialiste en fait. Donc c'est avant tout une philosophe. Elle dit qu'au moment de la révolution agricole, les rôles se sont beaucoup trop accentués, parce qu'avant ça, oui certes, les femmes bien sûr s'occupent des bébés, mais c'était pas coupé à couteau
qui avait plus de pouvoir. Parce qu'en fait, les femmes, peut-être, étaient un peu plus domestiques, mais en fait, ça impliquait énormément de travaux et énormément d'influence. Par exemple, gérer son terrain, gérer sa bouffe, des plantations, des choses. Elles avaient un vrai rôle qui allait au-delà du nourrisson, quoi. Au moment de la révolution agricole, où l'humanité s'est vraiment sédentarisée et il y a des outils qui ont commencé à se mettre en place, les hommes se sont comme appropriés des outils. Du coup, ils ont commencé à avoir encore plus d'influence à l'extérieur, à travailler la terre, parce qu'en fait, ils se sont vraiment accaparés en fait des outils. Et elle parle de cette notion qui est philosophiquement existentialiste de la prise sur le monde. Elle dit genre, les gens, ils ont tellement peur d'être juste des petits êtres biologiques de rien du tout, comme les fourmis, qu'ils ont besoin de donner un sens à leur existence, qui est plus une existence que juste une simple vie biologique, de l'immanence, en fait, elle appelle ça. Et elle dit, genre, à ce moment-là, les hommes, ils se sont dit, on a les outils, on va travailler la terre, toute cette propriété-là, elle est à moi. Enfin, ils se sont acharnés là-dessus pour avoir une prise plus importante sur le monde. Ils se sont donné, genre, une existence et beaucoup plus enfermer la femme dans l'immanence. C'est-à-dire, la femme, elle accouche, elle saigne. Elle, c'est l'être biologique, moi, je suis l'être culturel, en fait. Okay. Et c'est à ce moment-là, elle dit de Beauvoir, que ça s'est vraiment, vraiment accentué. Ouais, qu'on réduit un peu le statut de la femme à celui d'animal, un peu basique. Mais moi, ça me fait rire parce que j'ai parlé de ça récemment. Ça me semble beaucoup plus logique que finalement, ce soit les femmes au pouvoir, parce que qu'est-ce qui est le plus important dans l'histoire de l'humanité ? C'est l'être humain, c'est la survie de l'être humain, la naissance. Évidemment que les femmes ont besoin d'hommes pour avoir un enfant, mais ce serait eux qui devraient être au service des femmes qui enfantent et qui allaitent et qui ont tellement, entre guillemets, un pouvoir incroyable à ce niveau-là, qu'en fait, finalement, les réduire au statut où elles sont maintenant. J'en ai pas parlé au début, mais moi, j'ai adoré Valérie Solana. Elle, c'est un manifeste féministe qu'elle a fait. Et j'ai trouvé incroyable son hypothèse. Enfin, elle dit la même chose que toi. Elle fait toute une théorie que les hommes, c'est tellement des êtres insécures, ils ont peur de leurs émotions. La vie est dure, en fait. À part ça, la vie est dure pour tout le monde. Hein. C'est pas propre aux hommes ou aux femmes. Enfin, je veux dire, c'est dur. Qu'en fait, ils ont tellement peur de tout ça qu'au lieu de faire une remise en question et d'être des êtres matures, en fait, ils projettent tout sur les femmes. Ils jugent les femmes d'être faibles, d'être d'être moins compétentes, d'être ça, alors qu'en fait, c'est leur fucking propre peur. Donc, en fait, ils utilisent les femmes comme une espèce de container extérieur pour porter tout ce qui va mal, en fait, avec l'humanité. Parce que c'est dur, l'humanité. Enfin, c'est dur, la vie, en fait. Et ils se disent, non, mais c'est les femmes qui ont tout ça. Et nous, en fait, on est intelligents, on est capables, on est compétents, alors que Valérie Solana, elle, là, en fait, c'est l'inverse. Et puis c'est vrai, en fait, finalement, dans la culture, dans la religion, dans la mythologie, c'est, il me semble, à une majorité absolument écrasante, la faute des femmes quand il se passe des malheurs. Genre, la boîte de Pandore, c'est pas un homme qui ouvre les malheurs sur le monde, c'est Ève qui donne la pomme et fout tout en l'air. Enfin, chaque fois, c'est toujours la faute des femmes, en fait. Moi, je trouve très intéressant Valérie Solana. Je sais qu'elle est pas très reconnue pour plein de raisons. Et voilà, c'est un manifeste, c'est pas un travail philosophique reconnu comme de Beauvoir, tout ça. Mais je trouve ça très intéressant comme théorie, en fait. Que les hommes auraient fait des femmes un réceptacle extérieur de leur mal-être, et du coup, elles seraient devenues une espèce de bouc émissaire massif pour tout ce malheur qu'on ressent et ce vide existentiel qui accompagne malheureusement un peu la condition humaine, quoi. Ouais, disons qu'elle a, je pense, une plume beaucoup plus agressive, justement, qui ne passe pas, puis en plus, elle avait... Elle a tenté de tuer Andy Warhol. Et puis, ouais, elle était neurodivergente, non ? Enfin, elle a eu pas mal de soucis encore après, il me semble, psychiatriques. Exactement, mais après, moi, je me pose beaucoup de questions quand on dit ça sur des femmes, maintenant. Justement, c'est clair, c'est ça aussi. On parle d'une problématique psychiatrique dans les années 60-70. Pour une femme, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'elle avait vraiment ? Et puis, dans Titu Lecoq, ce livre incroyable, Pourquoi l'histoire a oublié les femmes, elle parle d'une théorie, elle cite, j'imagine, les vraies personnes à l'origine de la théorie, je suis navrée, mais c'est Titu Lecoq où moi j'ai découvert le truc, c'est qu'elle dit, il y avait peut-être une histoire de superstition, parce qu'en fait, elle dit, pour que la moitié de la population prenne le dessus, il faut que l'autre moitié soit quand même un minimum d'accord. Il s'est passé quand même quelque chose. Il n'y a pas eu la guerre des hommes contre les femmes. Et puis les hommes ont gagné, on a le patriarcat. Non, il n'y a pas ça. Ça passe. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Peut-être il y avait une superstition liée au sang, parce que les femmes saignent pendant des religions animistes, en fait, où tout était censé avoir une âme, une pierre avait une âme, une montagne avait une âme, il y avait beaucoup de superstitions, beaucoup de croyances, et donc, parce que les femmes saignent, elles n'étaient pas censées aller à côté d'un animal qui saigne aussi. Il y a une superstition du clash du sang, en fait. Et du coup, elle dit peut-être pour ça, il y a eu un côté où les femmes sont restées loin de la chasse, un petit peu plus que les hommes. Elles en ont fait, sûrement,
elles ont fait de la cueillette, elles ont fait plein de choses en fait. Ouais. Mais c'est une théorie qui pourrait expliquer pourquoi on a cantonné les femmes à rester un peu plus à s'occuper des enfants et ne pas s'occuper de la chasse. Et pourquoi elles auraient été d'accord aussi. Parce que c'est des croyances en fait. Ouais, c'est vrai, puis ça fait vraiment du sens que ça passe par les croyances en fait. Après, ça explique pas tout, mais c'est un virage dans l'histoire Ouais. qui aurait été pris comme ça. Ouais, non, Mais toujours est-il, elle explique, elle met vraiment beaucoup de nuances là-dessus parce qu'elle dit en fait, il y a un truc aussi intéressant dans l'évolution, pourquoi les femmes ne meurent pas à la ménopause. Parce qu'une fois que tu as accompli en fait ton devoir, enfin ton but de la reproduction, pourquoi l'évolution n'a pas fait les choses que finalement tu vis 40 ans et puis voilà. Et en fait, selon des théories anthropologiques, les grands-mères étaient méga utiles pour élever les enfants aussi. Et donc les femmes, il y a ce mythe qu'elles étaient mais complètement esclaves de leur bébé, mais non en fait, parce que du coup il y avait une espèce de communauté féminine qui s'élevait les enfants, donc en fait les femmes faisaient autre chose que nourrir, que allaiter en fait. Tu dis les femmes en âge de procréer ne faisaient pas que ça en fait, parce qu'il y avait justement il y avait la grand-mère derrière ou la grand-tante et tout ça, la grand-mère ou tout ça. Moi je trouve intéressant de parler des origines de la misogynie parce que nous on va parler de nos origines de la misandrie. Oui. Mais toujours est-il que ce qui se passe avec la misogynie, donc déjà c'est un phénomène millénaire. Du coup, c'est ancré que parce que tu es une femme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un nombre de choses. Et c'est très genre essentialiste, genre non mais les femmes de toute façon, elles peuvent pas faire ça, elles peuvent pas faire ce métier. En tant que femme, c'est connu aussi, tu peux être la meuf la plus compétente du monde et on va jamais reconnaître entièrement l'étendue de tes compétences parce que tu es une femme. À un moment donné, genre à quel point vraiment tu peux vraiment bien faire les choses en fait. Ouais. On connaît pas les origines de la misogynie, mais la misogynie est là et du coup ça fait qu'on vit dans un monde ultra sexiste et c'est toujours une bataille de sortir de son rôle genré en fait. Ouais. Et nous, notre misandrie n'est pas pareille, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Il y a eu une évolution pour nous par rapport à ce terme misandrie et puis au féminisme général. Déjà, de se revendiquer féministe, c'est quelque chose qui s'assume depuis peu d'années. Oui. Enfin, évidemment qu'il y a toujours eu des personnes féministes oui. qui l'ont tout à fait assumé et qui ont, qui se sont battues pour la reconnaissance de la lutte. Mais ça fait quand même quelques années que maintenant on voit que, je veux dire... beaucoup de personnalités se revendiquent féministes. Si tu vas chez H&M, tu peux acheter des t-shirts empouvoirants sur les femmes. Alors certes, faites par des femmes au Bangladesh, payez rien du tout. Ça reste dans la pop culture maintenant, c'est quelque chose qui est accepté. Nous, un peu, quand on a commencé, je pense, à vivre notre féminisme, c'est quelque chose que t'assumais pas forcément autant, où tu disais « je suis féministe, mais ». Il y avait le grand mais que t'étais obligé de placer pour préciser que tu détestes pas les hommes, que tu penses que certaines sont trop extrémistes, que voilà, je sais pas, moi le premier modèle de féministe que j'ai eu, c'était genre Femen, quoi, tu vois. Donc on adorait montrer partout des femmes ukrainiennes ultra dans les standards de beauté, seins nus, crier des trucs. C'était difficile de se retrouver là-dedans. Oui. Tout ça pour dire qu'on assumait, mais il y avait toujours un mais. Donc ça a évolué de « je suis féministe » mais à « je suis féministe », point. Et puis, les premières fois que j'ai entendu parler des réunions en non-mixité choisie, à me dire ok, enfin c'est un peu extrême quand même. Une autre phrase qu'on adore, desservir sa cause en n'incluant pas les hommes dedans, en même les excluant volontairement de réunions ou je sais pas, de manifestations, où je me suis dit mais enfin voilà, c'est pas cool parce que en fait finalement t'inclus pas tout le monde, donc tu fais vivre la même chose qu'on te fait vivre. Si tu veux l'égalité, comment tu peux exclure les hommes Voilà, exactement. Enfin, ça me fait rire maintenant. Parce que quand on a préparé cet épisode, j'étais un peu là. En fait, dire être féministe mais pas misandre, enfin, c'est un peu une naïveté. Oui. Il y a un peu un manque de réflexion, typiquement dans le cas des réunions en non-mixité choisie. En fait, une fois que tu fais ça, tu comprends pourquoi c'est là. Nous, on l'a fait avec le podcast. Voilà, typiquement les soirées podcast où en fait, tu te retrouves dans un super safe space. C'est que des femmes qui s'expriment parce que les hommes ont été conditionnés et éduqués que leurs paroles soient ultra valables dans toutes les situations, qu'ils ont le droit de prendre la place, qu'ils ont le droit de parler sur des thématiques où ils y connaissent pas forcément quelque chose. Et que du coup, si tu fais des réunions sur une thématique féministe, il y a le risque quand même que finalement ce soit des hommes qui s'expriment sur le sujet, quoi. Alors que c'est quand même pas les grandes victimes de ce système patriarcal. Et puis j'avais aussi écouté un truc sur les trucs en non-mixité choisie, parce qu'il y a eu une manifestation énorme, je sais plus où, je suis désolée, c'était une manifestation anti-nucléaire en non-mixité choisie féministe. Et justement, ce qu'ils expliquaient aussi, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de tâches qu'en tant que femme, t'as pas été éduquée à les faire,
typiquement tout ce qui concerne genre bricolage, tout ce qui est un peu physique, tout ce qui est un peu manuel. Et en fait, si t'as des hommes dans le truc, par exemple, tu dois monter une scène pour faire une manif, naturellement, entre guillemets naturellement, les hommes vont aller faire tout ce qui est bricolage et les femmes vont continuer de faire, je sais pas moi, de coudre des drapeaux, quoi. Enfin, c'est vraiment comme ça. Et puis du coup, elles se disaient, mais en fait, là, parce qu'il n'y a pas d'hommes, bah c'est cool, on peut sortir de cette éducation, parce qu'en effet, on nous a pas éduqués à prendre le marteau, en fait. Et là, du coup, bah, on fait tout. Et on partage les tâches un peu plus à travers des affinités personnelles plutôt que genrées, quoi. Et puis c'est top. Ouais, c'est clair. J'avais vu justement des appels aussi pour les récentes manifestations féministes. Déjà que, celle typiquement de 2019, où les collectifs féministes disaient aux hommes de pas être à l'avant du cortège, tout ça. Et puis que s'ils veulent aussi être des bons alliés, ça peut être s'occuper des enfants. Oui. Ça peut être s'occuper de mon chien, que je peux pas du coup prendre avec. Enfin, vraiment d'avoir ce côté du care là autour et d'accompagner les femmes dans cette manifestation sans être visible au premier rang à dire moi, je sais aussi, tu vois. En fait, faciliter la life de ces femmes pour qu'elles puissent aller manifester. Être un bon allié, c'est ça aussi, quoi. Ouais, donc tu parlais de la position, du coup, de féministe non misandre, même si moi, je me suis jamais dite féministe non misandre, mais dans mon discours, c'est ce qu'il y avait. Oui, je suis pas contre les hommes sont les bienvenus. De toute façon, on peut pas faire ça sans eux, c'est une évidence que des hommes aussi peuvent être féministes. Et maintenant, on se marre. Et maintenant, ça nous fait un peu rire. Ça me fait penser à une humoriste que j'ai découvert récemment qui m'a beaucoup fait rire et je t'avais envoyé le lien. Donc, elle s'appelle Sophie Hagen. Feminism isn't about hating men. Feminism is not man-hating. Just because you're a feminist, it doesn't mean you hate men. You don't have to hate men to become a feminist. Feminism don't hate men. You don't have to hate men to be a feminist. Feminism is not about hating men. And you've said it so many times and they still don't listen, so now you just kind of hate men. Et chaque fois que tu dis « je suis féministe », on te remet la même couche de merde en disant « ah mais détache les hommes » et voilà. C'est impressionnant ce truc où en fait t'as des hommes misogynes en face de toi, tu leur dis « guys, je me sens pas bien parce que vous êtes misogynes », ils sont là genre « non, on l'est pas ». Après on vient genre « on est féministe, c'est-à-dire qu'on veut juste les mêmes droits que vous, hein ». Et ils sont là « vous nous détestez franchement ». Et puis t'es un peu là, mais... Il est où l'équilibre, quoi ? Le terme misandre, c'est pas quelque chose que je revendique ouvertement et quotidiennement, la misandrie générale, mais je remarque que c'est à plein de niveaux et que pour moi... ça revient finalement maintenant à ne plus avoir d'attente envers les hommes, mais quand même rester exigeante, et puis gommer un max mon empathy, dont on a déjà parlé. Vraiment, je vis ça comme ça en me disant, finalement, ma misandrie, ça veut juste dire que j'arrête de mettre les hommes sur un piédestal. Ouais. Parce que c'est ce qu'on m'a appris à faire toute ma vie. En plus de ça, moi, je m'attends à ce qu'ils soient sexistes. Oui, c'est ça. Mais genre réel. Au début, c'est toi qui m'envoyais des comptes Instagram misandres. Et j'étais trop genre... c'est trop bien. Ouais. C'est pas moi, mais je trouve ça génial. Ouais. Et la première fois que j'ai réalisé, par contre, que je commençais à être misandre, je mangeais avec Rosalba, notre invitée du 3e épisode de la saison 1. On était dans un resto sur une terrasse. Je l'attendais. Dans la table d'à côté, ils étaient genre 2-3 couples. Il y avait un homme, lambda, qui parlait à voix haute. Tout le monde se taisait, écoutait. Et j'étais là, un homme lambda, qui a une audience. À n'importe quel moment. C'est juste un jeudi soir. Ouais. Et je l'ai vu et j'ai fait juste genre... Et j'étais là, ah mais en fait je suis misandre. Ouais. je ne peux pas supporter ce genre de situation. Et c'est après que j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit, ce qui se passe, c'est là où c'est différent de la misogynie, c'est qu'on parlait du trial and error. En fait, nous on est partis avec naïveté du fait que les hommes peuvent être féministes, plein d'hommes vont être féministes, parce que plein d'hommes sont quand même des bons gars, ils tiennent à l'égalité. Le jour où je suis allée vers eux parler féminisme, ils ont été un peu accueillants, un peu c'est bon quoi, on peut en parler. Mais tu te rends compte que même s'ils sont accueillants, derrière ça suit pas, ils se remettent pas en question pour que eux aussi ils se disent attends mais en tant qu'homme cis je vais peut-être un peu me remettre en question, ou alors ils se remettent en question juste un petit peu mais ça dure pas beaucoup et du coup ça suit pas, donc en fait tu retournes vers eux et tu leur dis non mais écoute je suis désolée mais en fait en plus on en a parlé l'autre jour et puis là ce que tu dis c'est un peu problématique pour moi parce que 1, 2, 3, 4 et en plus j'ai cru qu'on était sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire t'as dit que évidemment que t'es pour l'égalité homme-femme. Ouais. Partant du principe que je crois que les bases étaient établies, qu'on est sur la même longueur d'onde, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire gaffe à ça? Parce que ça fait partie du problème. Et là, tu te prends des réactions assez acharnées en face, des hommes qui veulent pas se remettre en question, qui veulent pas, en fait, faire le travail qui est colossal
c'est un grand travail. Du coup, tu peux pas juste le faire en fumant une clope 5 minutes par semaine. Enfin, c'est un vrai travail. Ils veulent pas le faire. Et tu retournes vers eux parce que t'es une meuf, t'as confiance en l'humanité, t'as de l'empathie. T'as de la résilience. Exactement. Et t'es là genre, écoute mec, ça peut être des potes, ça peut être ton mec, ça peut être ton père, ça peut être ton frère. Enfin, c'est égal. Ça peut être ton patron. Ouais. Et là, tu retournes vers lui et tu lui dis, écoute, on a déjà parlé. Et puis en fait, ils se déclarent. Évidemment qu'ils sont pour les hommes et les femmes, mais ils font pas le travail concret. C'est-à-dire, je sais pas moi, de défendre une femme au public, de faciliter la vie des féministes, de pas prendre de la place quand ils sont avec des femmes. Et quand tu leur demandes, tu es la chiante. Et des fois même, il y a une attaque agressive qui vient en retour. Mm-hmm. Et t'es là, en fait, je vous aime plus. Ouais. Parce que vous m'aimez pas, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que il y a un moment où t'es là, mais en fait, vous réalisez pas que ne pas agir dans ce sens-là, dans ce sens de l'égalité, ça veut dire que vous en avez rien à foutre de nous. Ouais. Donc, en fait, vous ne nous aimez pas. Et là, je pense justement à Valérie Solana, tu vois, dire genre, en fait, pourquoi les hommes sont pas tous gays, enfin, de toute évidence, finalement, ils détestent les femmes. Mais oui. Donc, c'est la définition de la folie, de revenir tout le temps vers quelque chose que tu détestes. Je sais plus comment elle dit. Elle dit quelque chose comme ça, en fait. Mais Anna Gatsby dit la même chose. Elle dit genre... c'est Anna Gatsby. Elle dit genre Picasso, il avait aussi des problèmes de santé mentale. Voilà. Et était là parce qu'il était misogyne et il était hétéro. Mm-hmm. Quelle existence c'est de partager la vie avec une femme alors que t'es misogyne, en fait. Ouais. Et puis comme tu dis, l'état des lieux est sexiste. Donc si t'agis pas dans le sens de l'égalité, tu restes dans l'inégalité. Mm-hmm. Que tu le vois pas d'office parce que t'es privilégié. D'accord. Mm-hmm. Mais quand t'as des femmes autour de toi qui se battent pour, quand t'as des femmes qui gueulent dans la rue, quand t'as des livres qui existent, mais depuis des décennies, qui sont géniaux, et tu veux toujours pas entendre, bah, je suis désolée, moi je suis misandre. Et je suis désolée, genre, dès que j'ai un homme cis en face de moi, qu'il soit gay ou pas, en fait, moi je pars du principe qu'il va être sexiste, en fait. J'attends encore ce mec qui va me décevoir là-dessus. C'est ça, en fait. On a jusqu'ici jamais été déçus en bien, quoi. Je peux te dire ça, je connais des hommes moins problématiques que d'autres, point. C'est ça, en fait. Il y a toujours une part de problématiques, mais il y en a, ça va. Nous, on n'est pas en train de dire tu es né homme, donc tu es cantonné à ça. Non. Nous, on est en train de voir que, en fait, vous ne voulez pas l'égalité, donc vous en avez un peu rien à foutre de nous. Et en fait, le jour où on voit un vrai changement, franchement, nos portes sont grandes ouvertes. Oui. Je vais peut-être bouder un peu, mais ma porte est... Non, mais... Je vais peut-être pas vous accueillir avec un grand sourire. Non. Mais ma porte est grande ouverte, hein. Je suis pas du tout en train de dire jamais les hommes. Mais encore une fois, ma porte est grande ouverte depuis longtemps, il y en a pas un qui passe le seuil. Petite parenthèse, ça me fait rire parce que hier, je suis allée chez Payot, comme je te disais avant. Oui. Je voulais m'acheter un livre sur l'éducation Montessori et puis tout ça, bref. Du coup, j'étais au rayon enfant, enfin éducation de l'enfant, et il y avait des livres sur l'éducation féministe des garçons, justement intitulé « Tu seras féministe mon fils » par exemple. Il y en avait un qui était sur l'éducation non genrée des garçons et des filles, mais sinon tous les autres c'était comment élever un garçon féministe. Et j'étais un peu là, les problèmes, c'est les mecs. Oui. Il n'y a pas un livre qui dit « Tu seras une féministe, ma fille », tu vois. Oui, exactement. Voilà, donc, on peut dire que c'est eux le problème, quand même. Oui. Nous aussi, on est éduqués à être en position de soumission. Oui, mais bien nous, sûr. on taffe là-dessus. C'est ça. Peut-être parce qu'on a remarqué qu'on se faisait avoir. Exactement. Mais... On fait pas de résistance, on est là, yes, ok, genre, je vais changer, je vais essayer de changer ça. Puis on fait beaucoup de self-care, on va chez les psys, on fait du yoga, on lit des livres. Et puis les hommes, non, quoi. En fait, moi, j'ai toujours cette image que les hommes qui avancent un peu dans le féminisme, c'est parce que je les ai tirés par terre, ils ont chialé tout le long. Mais ils ont fait un bout de chemin, mais c'est moi qui suis épuisée à la fin. Ouais, c'est toi qui les as tirés jusque-là. Exactement. Genre, kicking and screaming. Exactement, vraiment kicking and screaming, le toddler qui... qui veut vraiment pas venir, quoi. Ouais. Chopé par le capuche et tiré par terre. C'est ça. Il n'y a rien de plus obvious pour moi qu'il veut pas venir. Ouais. En fait, je les ai eus à l'usure, mais l'usure est la mienne. Pour moi, ça, c'est aussi une naïveté propre de dire ouais, non, mais il est pour l'égalité. Je suis un peu là. Mais personne ne dit oui, je suis raciste. Oui, je suis misogyne. Oui, je suis homophobe. Parce que les gens n'ont pas compris la définition déjà du truc. Et puis pensent que parce qu'ils n'ont pas forcément des mauvaises intentions, bah ils le sont pas alors. L'autre jour, c'était un moment, mais ça c'était très drôle avec ma pote. Je sais pas pourquoi on s'est mise à taquiner un mec qu'on connaissait peu.
qui était là dans le groupe avec qui on traînait. Je pense qu'on a senti qu'on voulait le faire chier et que ça allait être facile. Ouais. On a commencé à lui dire, mais toi, t'es célibataire, je sais pas pourquoi, mais ça se voit que t'es célibataire. Et il était là, mais pourquoi vous dites que je suis célibataire? Je comprends pas. Déjà, le mec, il est déjà insulté parce qu'on le traite de célibataire. Voilà, donc déjà ça part bien. Ça part très bien. Du coup, nous, ça vous nourrit. On était trop contentes. On était là. Peut-être parce que t'as un peu l'air gay. Et là, il fait genre, quoi? Pourquoi vous dites que j'ai l'air gay? On était là, mais calme-toi, il y a rien de mal à être gay, non? Vraiment, on s'amusait, c'était génial. Et il était là, non, c'est pas qu'il y a un problème à être gay, mais juste genre, ça veut dire que j'ai un peu l'air féminin. Et nous, on était là, mais pourquoi c'est mal d'avoir l'air féminin? Et là, le gars, il savait plus où se foutre. J'y ai pensé beaucoup depuis que Romy a parlé de féminitophobie, en fait. Oui, exactement. Moi, je connais cet homme, j'ai gloussé de plaisir quand il m'a raconté ça, et que ce soit lui que vous ayez pris en cible. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est ma Misandrie qui s'exprime profondément, là où j'étais en mode « Ah, c'était une cible tellement bien choisie. » On s'est même pas concerté avant. Non, c'est ça. C'est venu, quoi. Et puis vous avez pas d'historique avec ce mec que vous Pas avez du rencontré tout. ce jour-là. Moi, j'ai un léger historique qui fait que ça m'a... J'étais tellement heureuse que ce soit lui. Genre, ah, c'est tellement bien. C'était Ah, trop il bien. le méritait. La conclusion, enfin c'est pas vraiment une conclusion vu que c'est une question finalement, mais on se demande en fait qu'est-ce que vraiment les hommes ont à gagner en abolissant le patriarcat. Justement, dans tellement de discours, des fois un peu niais, on va dire. C'est un peu de dire que la révolution féministe se fera avec les hommes et puis libérera les hommes de plein de choses. Aussi, ouais. Ce qui est vrai, certes, parce que justement, on vit dans une société où les hommes n'ont pas le droit d'être vulnérables, doivent être constamment en contrôle, doivent être forts, n'ont pas le droit d'avoir des émotions, de se remettre en question. Doivent gagner de la thune. Doivent gagner de l'argent. Par rapport à la sexualité, il n'y a pas une espèce d'acceptation si de temps en temps, t'as une histoire avec un homme, Non. ce qui est autorisé pour les femmes. Ouais. De dire oui, j'ai déjà couché avec une femme ou j'embrasse des femmes en soirée, enfin ce genre de choses. Ah non, pour un homme, genre si le gars a embrassé une fois un homme, il est gay, quoi. Ou il est peut-être pas gay, mais on va en parler pendant des plombes. On va dire mais lui, il a fait ça une fois, quoi. Pour le contrôle, par exemple, j'avais vu un reportage où je sais plus, il parlait en fait des attaques meurtrières qu'il y avait aux États-Unis dans les écoles, par exemple. Ouais. En disant les femmes ont exactement le même accès aux armes aux États-Unis que les hommes. Ouais. Comment ça se fait que 95% de ces tueries soient faites par des hommes? Parce que c'est souvent des hommes qui ont été rabaissés et c'est un moyen de reprendre le contrôle. Voilà. Enfin, bref. Un exemple typique de violence patriarcale qui attaque les hommes. Enfin, qui attaque les hommes, je veux dire, c'est les hommes qui tuent, mais dans le sens que c'est la société qui a... en fait, imposer ça aux mecs. Parenthèse dans ta parenthèse, je me faisais cette réflexion l'autre jour, c'est que moi, récemment, j'ai eu vraiment des excès de rage pour des questions liées au patriarcat, et je sens un début d'envie de violence, des fois. J'en suis pas fière. Hein. Et je sens que c'est un truc, certes prédisposition, mais aussi on me pousse à ça. Genre, je me vois bien, prendre une table et la balancer, en fait. Vraiment. Je l'ai pas fait. Mais le fait est que je me dis, putain, la violence masculine, elle est répandue, elle est énorme. Les hommes tapent. Et je me dis, mais ils vont pas bien, en fait. Non. Parce que moi, je veux dire, j'ai juste eu l'envie, l'imaginaire de faire ça. Et ça vient d'un endroit sombre. Hein. C'est que je suis mal à ce moment-là, tu vois. Et je me dis, mais putain, mais tous ces mecs qui tapent sur d'autres êtres humains. Ça veut dire qu'ils sont en mal-être profond. Mais on est malade, en fait. On va pas bien. Ouais, il y a vraiment des problèmes, quoi. Voilà, quand on se pose cette question de qu'est-ce que les hommes ont à y gagner, on sait qu'il y a un certain nombre de choses, mais ça vient avec un prix aussi, finalement. Pour eux. Parce que c'est difficile de se remettre en question quand tu es en haut de la pyramide. Ils le font pas, en tout cas. Peut-être te remettre en question, ça veut dire laisser la place aux autres, ça veut dire moins toi être en avant, moins être le sommet de la chaîne alimentaire. Et te montrer en fait plus vulnérable et du coup perdre des privilèges, simplement. Et ta vie va être plus dure. Et ta vie va être certainement plus dure d'un certain côté. Mais en même temps, notre conclusion, c'est que c'est un peu quand même la vie de l'hétéro, de l'homme cis-hétéro de base. C'est un peu nul. Parce que justement, t'as pas le droit de vivre tes émotions correctement. T'as pas le droit d'explorer une sexualité intéressante. Ou alors dans des milieux hyper minoritaires. Enfin, je veux dire, oui, il y a certainement des hommes un peu plus ouverts que d'autres. Mais c'est pas le cas de beaucoup de gens. Non. Ça veut dire devoir être celui qui bosse, qui rentre après avoir gagné de l'argent, qui a pas de vraie relation en fait, à part... Ça me fait penser à John Mulaney, qui dit que les pères n'ont pas d'amis. Ils ont une femme qui a des amis qui elles-mêmes ont des maris avec qui ils traînent. C'est tellement vrai. Et je trouve ça très drôle. Finalement, en fait, c'est quoi tes relations que t'as avec les gens ?
C'est quoi ta relation avec tes enfants? Certes, si on abolit le patriarcat, les hommes perdent des privilèges. C'est certain, genre, en tant qu'homme, t'as plus de facilité à avoir une place dans une uni. Enfin, en Suisse, on n'a pas le problème, mais dans des pays où c'est sélectif, t'as plus de facilité à avoir un job, tu gagnes plus d'argent, t'as plus d'argent. En fait, t'as moins d'obstacles, surtout, mais parce que tu prends la place des autres, en fait. Parce que la société est inégalitaire, donc tu prends la place des femmes, tu prends la place des hommes noirs et tout ça. Et des femmes noires. Ça, c'est une chose. Mais du coup, le jour où tu partages les choses de manière équitable, c'est aussi un truc où tu te rends compte, tu te croyais trop fort, en fait, parce que t'es directeur de ton entreprise, mais en fait, si les choses se mettent en concurrence comme il faut, peut-être tu le mérites plus. Parce qu'il y a une meuf qui va mériter plus que toi, ou peut-être pas simplement, il y a moins de place pour les hommes en général, et donc tu seras pas directeur peut-être, c'est un exemple bateau, mais je veux dire, et si les richesses sont partagées plus équitablement, voilà, tu seras plus l'homme qui gagne le plus dans le couple. Oui, certes, tu perds des privilèges, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu perds du confort. Mais comme tu dis, il y a la question de la richesse d'une vie émotionnelle, la richesse des relations aux autres, et c'est connu qu'on est une espèce relationnelle, sociale, enfin on a trop besoin de connexion. Victoire Tuaillon le dit dans un épisode du Cœur sur la table, j'adore, elle dit « Votre vie est nulle ». C'est nul d'être un homme cis dans la société actuelle. C'est quoi ta vie, quoi? Si tu, je sais pas moi, si tu taffes et puis le soir t'as une relation un peu maigre avec ta femme, et puis tes enfants, tu connais à peine comment ils vont à l'école, mais sinon t'as aucune idée comment s'appellent leurs potes. Ouais. C'est pour ça que nous, on trouve que, en fait, on abolit le patriarcat, les hommes ont beaucoup à perdre, c'est-à-dire leurs privilèges, mais ont beaucoup à gagner en termes d'expérience humaine d'une vie, quoi, en fait. Sauf que, et moi ça c'est ma question, ça me saoule, comment ça se fait que je connais aucun cas dans l'histoire où il y a des hommes qui gueulent dans la rue à cause de l'injonction genrée? Oui, c'est ça, en fait. Parce qu'on me dit, les hommes aussi peuvent être féministes, le patriarcat est mal aussi pour les hommes. Très cool. La grève féministe existe. Comment ça se fait que je vois pas des groupes d'hommes dans la rue crier « J'en ai marre de ces injonctions genrées ». J'en ai marre d'être un homme cis, en fait. Il y a pas, ou quand il y a, c'est des trucs masculinistes, en fait. Oui. Je pense aux exemples qu'il y avait eu, en tout cas en France, d'un homme qui est monté sur une grue pendant 3 jours, ou peut-être moins de temps, hein, en disant que, voilà, il n'a pas vu ses enfants depuis 3 ans, qu'il n'a pas le droit de visite de ses enfants, qu'il veut se battre pour les pères qui n'ont pas... Ça m'énerve déjà. Ça, c'est horrible, ouais. Qui n'ont pas, en fait, le droit de visite de leurs enfants, blablabla, parce qu'on vit dans un monde sexiste où, forcément, le droit de garde est attribué aux mères. Et c'est un narratif qu'on connaît. Oui. Et qu'on se dit, ah, mais c'est vrai, en fait, si t'es père célibataire, que tu te sépares de la mère de tes enfants, eh ben, t'auras pas la garde. Et ça, c'est un truc qu'on nous vend, alors que les chiffres sont genre affligeants. Ouais. J'ai retrouvé les trucs il y a pas très longtemps dans le livre que tu m'avais acheté, La Beyoncé était le féministe, ouais. Où justement il parlait de ça en disant, en France, des chiffres qui ont 4-5 ans, les gardes partagées, donc 50-50, il y a 17% de pères qui l'ont, et tu te dis, ah c'est pas beaucoup, on la refuse souvent, mais pas du tout, en fait, il y a 18% d'hommes qui la demandent. Donc on refuse à 1%. Ça à 1%. Donc dire, c'est parce qu'on... voilà, j'ai pas le droit de voir mes enfants, t'es un peu là, mais parce que t'as pas voulu les voir, ou parce que t'as un problème, en fait. Ouais. Et là, genre, en plus, dans l'exemple que je cite, non, j'ai pas de nom, ni aucun chiffre, ni rien... Ça a eu apparemment pas mal de tollé, puis ça a lancé plein de mouvements, et puis plein de télés se sont rués, de journalistes, sur cette histoire. Et puis en fait, il s'avère que cet homme avait été condamné pour violence conjugale, et ce genre de choses, tu vois. Mais empathy. Et en fait, elle en parle, Victoire Tuaillon, soit dans les coups sur la table, soit dans le cœur. En fait, dans la plupart des cas, il y a des spécialistes qui viennent, des avocates, je crois. Et il dit, dans la plupart des cas, ces hommes qui se battent pour que les femmes n'aient pas la garde des enfants, à la fin, ils veulent même pas la garde partagée ou la garde complète, c'est juste qu'ils veulent avoir le contrôle. C'est ça. Sur ce qui se passe. C'est ça. À la fin, ils refusent, en fait. Mais juste, ils sont là, genre, non, je vais tout brasser, je vais pisser partout. Juste faire chier. Je vais faire chier pour qu'à la fin, j'ai ce que je veux, qui est en fait même pas 50% de la garde. Ouais, non. C'est ça. Et ça me fout la haine aussi, ouais, en effet. Et puis c'est le narratif, en fait, on est les victimes des femmes. Là, ils vont contre les femmes. Là, il faut aller contre d'autres hommes. Je suis désolée. Il y a tellement, en fait, de narratifs dans la société qui vont dans ce sens-là. Je pense à une de mes chansons préférées de la chanson française, Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille. Ah, ok. Typiquement. L'histoire, en fait, d'un homme qui est en train de se battre pour pouvoir avoir son enfant, en disant que sa mère est une mauvaise personne, quoi. C'est ce moment où ça te fait un peu mal au cul quand t'es un peu là. En fait, cette chanson est problématique. Un petit peu. Oui. C'est des films,
genre Mrs. Doubtfire. Oh putain, je l'ai vu récemment, c'est horrible. Encore une fois, une horrible femme qui empêche un homme de voir ses enfants. C'est Kramer contre Kramer. Ouais. C'est dans notre pop culture. C'est des manifestations d'hommes qui disent les femmes sont horribles. c'est ça en fait. C'est pas ces hommes, donc, pour finir un peu cette tangente là, ouais. c'est pas des hommes qui veulent se battre pour dire j'ai envie de pouvoir pleurer et que ça soit ok. C'est de dire les femmes m'enlèvent mes droits. Oui. Exactement. Déjà, c'est faux et c'est juste misogyne. C'est ça. Il n'y a pas une vraie réflexion sur le patriarcat et sur le système. Et ça, moi, je l'ai toujours pas vu. Il y a des hommes qui vont gueuler dans la rue, mais ça va être des luttes anti-classistes, anti-racistes, bien sûr. Ça va être, et qui sont des luttes légitimes, mais pas des luttes antisexistes, en fait. Moi, j'en connais pas. Et autre chose que moi, je trouve que les hommes pourraient y gagner, c'est que le patriarcat, c'est avant tout des enjeux de domination. Donc en fait, bien sûr, il y a une domination massive sur les femmes, mais il y a aussi de la domination entre hommes. Il y a une pyramide entre les hommes. Bien sûr, les gays sont en dessous, l'homme hétéro, cis, blanc, il est en haut. Selon ce que tu gagnes, selon le métier que tu fais, tu grimpes des échelons. Selon ta position hiérarchique dans ton entreprise, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Oui, selon ton salaire, tout ça. Exactement. Donc les hommes, du coup, moi, je les vois en live tous les jours. Vraiment tous les jours. Il y en a qui sont trop fiers d'être plus forts que l'autre, et il y en a qui acceptent leur position de soumission, genre, ouais, mais lui, il est plus fort, tu vois. Ouais. Et c'est nul, c'est naze. Faut arrêter ça en fait. C'est quoi cette histoire ? Faut travailler sur une constellation, sur l'intelligence collective. Arrêtons les dynamiques de domination entre tout le monde en fait. Faut stopper ça. Et en fait non, on stoppe pas ça. Et en fait du coup, j'en ai parlé avec mon mari. Parce que j'étais là, toi t'es un homme. Enfin, je voulais observer le phénomène de la nature. Comment ça se fait que toi ou tes potes ou d'autres gens, vous sortez pas dans la rue, être vénère contre ça par exemple ? Et lui, sa théorie, il a vraiment réfléchi en tant qu'homme, justement, mais lui, il pense que... il y a deux facteurs. Ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est en tant qu'homme, t'as énormément de liberté et de place et de marge pour finalement être qui tu es. Ça compense. Même si tu es un peu différent de la norme... Bon, on parle d'aujourd'hui, parce que c'est clair qu'il y a 50 ans, t'étais gay, c'était dur. Oui. On parle d'aujourd'hui en Occident. Même si tu transgresses un peu à la norme patriarcale en tant qu'homme, ça va peut-être être un peu difficile, mais franchement, on va te laisser faire ta vie. Tu pourras vivre qui tu es. Tu pourras vivre ta vérité, parce que t'es un homme blanc, surtout, cis, t'auras assez de liberté, en fait. Du coup, la motivation pour aller manifester baisse royalement, parce qu'en fait, franchement, tu vas manifester, tu vas gueuler, tu vas faire la guerre quand il n'y a pas d'autre solution, quand on peut plus, en fait. Ouais, c'est ça. Alors qu'en tant qu'homme, en fait, t'as 1000 solutions. Ouais, même si t'es un homme un peu qui veut vivre le genre différemment, t'auras un peu des remarques à la crèche quand t'iras chercher ta petite fille. Mais on te laissera faire, c'est pas grave, en fait. Ouais. De toute façon, en tant qu'homme, tout ce que tu fais, c'est bien. Il parlait aussi que, en fait, la solidarité masculine est tellement millénaire, et scellée, et bétonnée, et cimentée, et tout ce que tu veux. Et en plus, elle te donne beaucoup en retour. Elle te demande de payer des choses, mais elle te donne aussi beaucoup en retour, beaucoup d'argent, beaucoup de liberté, beaucoup de réputation, de privilèges, que tu vas pas contre en fait. Ouais, en fait, parce que ça revient à se battre contre ton boys club. Qui te donne beaucoup de choses bien. Qui t'accompagne dans tous tes privilèges. Donc moi, ce que je tire comme conclusion de ça, c'est que ça veut dire que je comprends tout ça, je peux l'imaginer. En tant qu'humain, tu es un homme cis et t'as tout ça, je peux imaginer que du coup, tu te rues pas dans la rue. Ça veut pas dire que c'est ok. Je veux dire, j'arrive à me concevoir le truc. Mais ça veut dire que s'il faut le faire, si les hommes vont le faire, c'est pour nous. C'est pour les femmes. Donc ça revient à une histoire d'empathie. Parce que, je veux dire, si tu observes les femmes souffrir, et en plus elles te le disent, bordel, elles te le disent genre tous les jours, ça c'est dur, 1, 2, 3, 4, 5, elles gueulent dans la rue, et t'es toujours pas là au rendez-vous, il y a un problème d'empathie. Il y a un réel problème d'empathie. T'as pas d'empathie pour les femmes. Parce que le monde n'a pas d'empathie pour les femmes. Les femmes, c'est toujours... c'est de leur faute. Elles sont chiantes. Il y a un truc... Il y a plein de raisons qui font que t'as pas d'empathie pour les femmes. Ou elles sont pas humanisées. Elles ont vécu pire. Est-ce vraiment si grave ce qui t'arrive là ? Donc on revient à ce qu'on a dit au début en fait. Ça veut dire que c'est quoi réellement la qualité de leur amour qu'ils disent avoir pour nous ? C'est quoi vraiment cet amour ? Du coup, t'es un peu misandre à la fin. Bah ouais, voilà, merci. Mic drop. Merci de nous avoir écoutés. It's a wrap, il me semble qu'on a fait le tour de notre misandrie générale. Le fait de mettre le mot misandrie sur le truc, c'est libérateur. Je suis assez d'accord. Comme j'ai dit, c'est pas quelque chose que je dis, je le pense souvent. Oui. Mais voilà, ça me permet vraiment de mettre des mots un peu sur l'exigence et un peu le jugement que je porte sur les hommes, que je n'avais pas jusqu'à il y a 2 ans. Ouais. Donc il y a un côté libérateur à me dire genre, en fait j'ai le droit.
c'est quoi. Et du coup, on parlait aussi de pratiquer de la misandrie consciente. C'est comme tu disais, en fait, genre de pas prendre pour acquis que ce qu'un mec dit, c'est bien, pas avoir de empathy. Quand il parle trop, il prend de la place de ne pas l'écouter, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Je me permets de justement moins écouter les gens ou bien me dire... Ouais, des fois, de reconnaître que juste parce qu'un homme parle, ça veut pas dire qu'il sait de quoi il parle. Non. J'étais au boulot. Avec une amie, on parlait de son déménagement à elle. Et il y avait un homme qui était à table avec nous. Et on parlait donc quel camion louer, quelle distance elle doit faire, combien d'affaires elle a, machin. Et puis, à un moment donné, le mec, il intervient pour dire... Attention, de toute façon... Plus tu fais des trajets, plus tu perds du temps. Et moi, j'étais là, non, jure. Et c'est ce moment où t'es un peu là, merci. Mais merci, No c'est trop intelligent shit. ton truc. Sherlock. Mais oui. Le gars, il a une position hiérarchique en plus et tout. T'es là genre, Et question, si le camion est plus grand, est-ce que je peux mettre plus d'affaires dedans? Tu dis de la merde, John. C'est cool de dire en public qu'on est misandre. Men, watch out. Watch out. C'était Les Poissons sans bicyclette. Épisode de la saison 3, on sait pas encore lequel. Podcast indépendant de Lausanne. C'était Lirza et Coraline. Et merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Bye. Bye.